Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour cette édition spéciale Face à la rédaction. Sénateur de la Polynésie française de 1977 à 1998, homme de principe et témoin de plus d'une vingtaine d'années de politique, entouré des plus grandes figures de la politique de l'époque, telles que Powona Aopa et Francis Sanford. Ce soir, nous recevons Daniel Milot, sénateur honoraire. Bonsoir Daniel Milot. Bonsoir. Quelle est pour vous la définition de la politique ? Eh bien, quand j'étais chez les pères dominicains à Arcachon, un jour, on nous a expliqué que les Grecs, au temps antique, étaient obligés de servir leur ville pendant au moins 2 ans. Et en grec, le mot ville se dit polis, polis, poleia, pauline, d'où le mot politique qui en est sorti, bien entendu. Et qu'il fallait donc apporter, si nous devions faire de la politique ultérieurement, c'est ce que nous disaient les pères dominicains, il faudrait apporter à ce moment-là, à notre collectivité, notre expérience, que ce soit notre expérience professionnelle, notre expérience familiale ou notre expérience civique. Et cela, bien entendu, sans en faire une profession. En termes de politique, est-ce que vous pensez que les politiciens sont honnêtes vis-à-vis de leur population ? Ah, ça, vous me posez une question difficile. Le fait de ne pas s'inquiéter effectivement de tous les problèmes, c'est évidemment un manque d'honnêteté, j'allais dire professionnelle, n'est-ce pas, dans le métier d'élu, si on peut parler de métier, bien que je m'en défende. Hein. C'est véritablement dommage. Moi, je me contente de constater maintenant, n'est-ce pas, c'est effectivement. Alors, quel est le constat pour vous ? C'est que, me semble-t-il, il y a beaucoup à faire. Il y a eu un bouleversement sur le paysage de la Polynésie. Il s'agit de l'introduction du CEP ici en Polynésie. Est-ce que vous pensez que cela a contribué à la situation que l'on connaît actuellement en Polynésie ? Ça a très certainement, effectivement, donné des mauvais comportements. Quel genre ? Eh bien, parce que certaines personnes ont été peut-être trop payées, n'est-ce pas ? Des personnes ont préféré abandonner les îles où elles étaient, abandonner le Copra, etc., pour venir plutôt chercher du travail à Tahiti. Vous voyez, il y a eu, me semble-t-il, tout ce phénomène. Remarquez, moi, j'étais parti en 1939. Hein. Quand je suis revenu en 1951, le CEP n'avait pas encore commencé, bien entendu, mais c'était presque, hein. Alors, vous êtes issu d'une formation autonomiste. Vous avez quand même l'exemple de Powona Aopa. Vous êtes un homme libre. Alors, est-ce qu'à l'époque, le combat autonomiste et indépendantiste tel qu'il était à l'époque est le même qu'aujourd'hui ? Vous savez, ça n'a pas été facile d'abord de faire admettre la notion d'autonomie, n'est-ce pas ? On a employé le terme autonomie interne. Il y avait des gens qui étaient absolument opposés, n'est-ce pas, et qui, certains même, ont diffusé des affiches où il y avait une tête de mort, l'autonomie, c'est la mort. Bon. Mais, relisez un peu la Constitution française. La Constitution de 48 reprise en 56 dit dans son préambule « La France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tout simplement que la France doit investir, elle doit payer pour mettre en place justement tous les éléments qui conduisent à un équilibre économique, social, culturel. C'est très... Alors après, bien entendu, que l'on demande à la population, dans un vote d'autodétermination, est-ce que vous voulez l'indépendance ? Est-ce que vous voulez devenir un département français ? Est-ce que rester un territoire d'outre-mer ? Mais voilà, la formule n'est pas, j'allais dire, plus que légale, puisqu'elle est constitutionnelle, et elle n'est pas respectée. Et est-ce que vous pensez que ce travail a été effectué au niveau de l'État français ? Mais justement, moi j'ai le sentiment que l'État français
n'a pas toujours vu comme il le fallait l'application, n'est-ce pas, de cette disposition constitutionnelle. À quoi cela tient? Il faudrait peut-être interroger des grandes personnalités, n'est-ce pas, spécialistes du droit constitutionnel. Mais là, il y a un fait certain. C'est très simple, hein, que l'on mette tout en place. Et un des premiers éléments, je crois, doit venir de nous, et je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est la famille. Alors, concernant le thème de l'indépendance, tel que l'on le connaît aujourd'hui via Oscar Temaru, quelle est votre position sur l'indépendance? Alors, je ne suis pas du tout contre. Voyez-vous, mais je le dis bien franchement, n'est-ce pas du tout contre l'indépendance. Hein. Ne m'en veuillez pas si je ne me mets pas au garde à vous et si je ne chante pas la Marseillaise. Hein. C'est très beau tout ça. Mais ce que je veux, ce que je souhaiterais, c'est que justement, M. Temaru et ses amis mettent en place les éléments en accord avec le gouvernement français et exigent même du gouvernement français qu'il y ait une participation de celui-ci pour que tous les éléments qui conduisent à ce que prévoit le préambule de la Constitution soient mis en place. Mais Oscar Temaru demande quand même l'indépendance de la Polynésie. Mais ça doit se faire constitutionnellement. C'est prévu. Voyez-vous? Alors, je ne sais pas, moi j'avais fait une intervention au Sénat en 1985 à propos de la Nouvelle-Calédonie, justement du nouveau statut de l'indépendance de la Calédonie. Et à mes yeux, je crois que j'ai expliqué ce qu'il fallait effectivement faire suivant les normes constitutionnelles. Et j'ai reçu un accueil, j'allais dire enthousiaste, général, puisque pratiquement tout le Sénat a voté mon intervention. Alors, votre regard aujourd'hui donc sur l'actualité politique, quel est-il? Et ce que je regrette beaucoup, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup d'élus sont des adversaires les uns contre les autres. Alors qu'en fin de compte, ce sont des élus pour le bien de la population. Du temps de Francis, on s'asseyait autour d'une table, il y avait même quelquefois Floss, il y avait Rudy Bambridge, qui était un vieux copain, on avait appris à lire ensemble, à l'école des sœurs, alors vous voyez. Mais il arrivait qu'on mette quelquefois des choses, on était d'accord. Et je crois que ça serait une bonne chose, plutôt que de s'accuser mutuellement, n'est-ce pas, qu'ils réfléchissent ensemble, le premier point étant véritablement l'autonomie, puisque c'est prévu dans la Constitution, une véritable autonomie. Ensuite, qu'on demande, par un scrutin d'autodétermination, si les gens préfèrent l'indépendance. Personnellement, et avec Francis, nous étions pour qu'on mette en place, après l'autonomie, un système d'indépendance, un Commonwealth à la française. Car il faut bien le dire, nous sommes loin, c'est terminé. La France des bateaux à voile qui venaient jusqu'ici, n'est-ce pas, avec le capitaine Cook, qui n'était pas français, mais c'est fini tout ça, me semble-t-il. La France se met dans la construction européenne. Alors, n'allons pas devenir des colonies européennes. Parce que ça, c'est un point important, et je vois personne qui l'aborde. Concernant la Nouvelle-Calédonie a toujours son nickel. En Polynésie française, il n'y a plus de phosphate. Le copra est en diminution. Donc, est-ce que la Polynésie française peut assurer son avenir économique avec ce dont il dispose actuellement, c'est-à-dire uniquement le tourisme? Alors voilà, c'est encore une bonne question. C'est pour ça qu'il faut mettre en place les éléments et tous les côtés qui sont un peu négatifs, comme la démographie, il faut justement lutter pour maîtriser cette démographie. Moi, je crois qu'il y a quand même des possibilités dans toute la Polynésie, malgré la dispersion insulaire, qui est un handicap, mais d'un autre côté, c'est peut-être un avantage si on veut faire vraiment de la vraie pisciculture, vous voyez, des éléments comme ça, on peut produire, car l'humanité a tellement augmenté de population qu'on pourrait vendre pas mal de choses. Nous sommes loin de tout, la Polynésie s'est tout de même développée. Est-ce que vous pensez franchement qu'elle est capable de pouvoir s'assumer? Je pense, oui. Alors, avec le temps, pas demain. Pas demain. Mais de toute façon, si elle ne peut pas s'assumer,
eh ben, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Exterminer toute la population ou... Je vois pas. On va dire, là, vous avez évoqué la France, l'Europe. Est-ce que la Polynésie française, dans l'état actuel des choses, peut être vraiment autonome? Ou est-ce qu'il y a toujours ce système de mondialisation qui fait que, par exemple, en Asie ou en Asie du Sud-Est, un micro-État ne fonctionne, enfin, se développe pas tout seul, mais avec toute une ceinture d'activités? Donc, est-ce que la Polynésie française devrait préparer son avenir avec les autres États du Pacifique? Ça n'est pas une éventualité à écarter, bien entendu, n'est-ce pas? Mais, et je crois que c'est pratiquement inévitable, du moment que nous sommes dans le Pacifique, il sera peut-être très bon de négocier un certain nombre d'éléments avec les États-Unis, pourquoi pas, avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas, mais toujours en gardant une indépendance économique et politique. Avec la Chine, pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais si c'est pour faire venir des ouvriers chinois comme on en avait fait venir à Timano, peut-être que c'est pas la peine alors là. La formation des médecins à Fidji? Moi, je suis partisan. Hein. J'avais jamais pensé à Fidji, etc. Mais j'étais partisan autrefois qu'on essaye de voir avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, compte tenu du fait que le Polynésien a une structure mentale adaptée à l'anglais plus qu'au français, n'est-ce pas? Et que le fait d'envoyer des étudiants en France au début, c'est quand même fatigant, c'est démoralisant pour des étudiants. De commencer donc des études supérieures, genre médecine par exemple, Australie, Nouvelle-Zélande, et ensuite qui continuent leurs études en France, en faisant valider, bien entendu, les années d'études. C'est possible, parce que moi, quand je faisais mes études de chirurgien dentiste, on pouvait aller pendant 1 an aux États-Unis, suivre 1 an d'enseignement dentaire, et c'était validé quand on revenait en France.